Je suis le docteur Cerruti, je suis le référent PACA de la GPJA. Nous allons enchaîner directement avec l'intervention suivante, avec donc, notre intervenante, Madame Aude Fauvel, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, donc qui va elle aussi faire son intervention en visio. Sur le sujet, on vous a mis la suite du programme. Donc, Mme Aude Fauvel qui va nous traiter de faire autrement en psychiatrie l'histoire comme source d'inspiration. Donc voilà, juste on attend quelques petits. On peut avoir un petit délai de quelques minutes, le temps de faire la connexion avec le docteur Fauvel. Je vais en profiter pour vous l'introduire un petit peu. Donc, Madame Aude Fauvel qui est historienne, elle est professeure en Suisse à l'Institut des Humanités en médecine du centre. À l'Institut des Humanités en médecine du centre hospitalier universitaire et de l'Université de Lausanne. Donc, ses travaux portent essentiellement sur l'histoire de la psychiatrie, de la médecine légale et de la sexualité qu'elle étudie avec une perspective par le bas, c'est-à-dire en prêtant plus particulièrement attention aux actrices et aux acteurs dont le rôle dans l'évolution des théories et des pratiques de santé a longtemps été invisibilisé dans les récits traditionnels des progrès de la médecine, par exemple donc, les patients et patientes ou les femmes médecins. Madame Fauvel, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je suis ravie. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Oui, on vous entend très bien, oui. Ok, alors je vais d'abord quand même commencer le partage d'écran. On a testé tout à l'heure, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit l'écran, oui, on a un diaporama, faire autrement en psychiatrie, l'histoire comme source d'inspiration. Merci. Ok, alors merci à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre invitation et je suis navrée de ne pas pouvoir être là avec vous en chair et en os ce soir. En fait, je suis quand même contente d'être capable d'assister en distanciel parce qu'en fait, je viens de me faire opérer de la jambe. Donc, si mes propos sont un petit peu nébuleux, vous m'en voudrez pas, j'espère. Donc, mon exposé, Faire autrement en psychiatrie, l'histoire comme source d'inspiration. Qu'est-ce que c'est que ce titre? En fait, j'ai décidé du propos et de la proposition de cet exposé en fonction du programme des journées, de l'argumentaire qui était le vôtre, de ce que vous avez discuté ce matin et en début d'après-midi, dans l'idée de contribuer à la réflexion et peut-être aussi à l'action qui est la vôtre. Alors, l'histoire comme source d'inspiration, qu'est-ce que j'entends par le mot histoire? J'entends le mot histoire sous ces deux aspects. Le premier, c'est la question de l'histoire dans le sens du passé. Qu'est-ce que dans les expériences du passé peut servir ou pas pour faire évoluer les pratiques en psychiatrie à l'heure actuelle? Je précise que je me focaliserai sur les questions des pratiques de psychiatrie publique et institutionnelle ici. Mais l'histoire aussi en tant que discipline qui est défendue par des professionnels tels que moi. Quels sont les outils qui peuvent éventuellement être développés et source d'inspiration pour les professionnels de santé, les usagers et les patients aujourd'hui? Et je vous parlerai de quelques tentatives très nouvelles à partir de l'expérience qui est la mienne. Donc peut-être ce n'était pas forcément clair dans la présentation. Oui, je suis une professeure d'histoire à l'université, mais en fait, je suis payée par l'hôpital de Lausanne. Donc, je suis une cadre hospitalière. Et à ce titre, ce qu'on me demande de développer, ils sont vraiment initialement, moi j'ai un parcours très universitaire, on vient d'en parler, très français initialement. Donc, je n'étais pas habituée à ce type de demande, mais on me demande, que ce soit des professionnels de santé, des usagers ou des patients, de développer des outils qui peuvent être directement utiles et utilisables. Et donc, je parlerai aussi de cet aspect dans ma présentation. Alors, à l'heure actuelle, quand on mobilise l'histoire, en France en particulier, quand on la mobilise, que ce soit du côté des politiciens, que ce soit du côté des discours publics de la société civile, que ce soit du côté des usagers ou des historiens professionnels,
Je dirais qu'il s'agirait plutôt de l'utilisation de l'histoire et du passé comme plutôt un miroir contre-inspirant, si je puis dire, plutôt un repoussoir, un miroir négatif. Quand on mobilise l'histoire comme outil pragmatique pour faire changer les choses, on est plutôt sur cette manière de concevoir les choses. Et alors le mot révolution que vous avez décidé d'utiliser, qu'est-ce que c'est qu'une révolution en termes politiques et dans le contexte français? Une révolution, c'est faire table rase de l'ancien régime. Et qu'est-ce que c'est qu'on entend historiquement en France que l'ancien régime en psychiatrie? Eh bien, c'est très largement, je vous ai mis en dia d'introduction l'asile d'Arkham, voilà, dans Batman, c'est l'idée de l'asile et du modèle asilaire tel qu'il a pu se dérouler sur une très longue période, puisqu'en France, le système des asiles publics a été fondé en 1838 et qu'on considère qu'il a, pendant plus d'un siècle, été le modèle de référence. Il y a une controverse parmi les historiens et parmi les psychiatres pour savoir si c'était vraiment cela qu'on voulait faire au départ. Mais par contre, il y a quand même un consensus sur l'idée qu'in fine, ce qu'a été l'asile pendant 100 ans, c'est vraiment ce qu'on voudrait ne plus vouloir faire à l'heure actuelle. Quelques chiffres, peut-être à rappeler. La France a été pionnière dans la fondation du système de l'asile. Et avec l'Angleterre, et je précise bien qu'il s'agit de l'Angleterre et pas de la Grande-Bretagne, elle a été, en termes de prorata par rapport à la population globale, le pays qui a le plus interné en Europe et assez probablement dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors là, ça dépend quel chiffre on prend en compte, mais qu'en France, de 7 à 9 fois plus de personnes ont été internées dans les hôpitaux psychiatriques que dans les prisons. Et là, on est sur les chiffres des années 50. Que ça a été certaines années la psychiatrie le premier poste de dépenses budgétaires du pays. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très peu connu, qu'il faut rappeler. Jusqu'aux années 50, si on additionnait la totalité de toutes les populations, de tous les lits dans tous les hôpitaux somatiques, plus les maisons de retraite et les hospices, on était toujours largement en dessous des personnes qui étaient hospitalisées en psychiatrie. Le système de l'asile, c'est donc un système qui est une faillite économique. Pour les plus cyniques qui critiquaient l'asile, c'était aussi une question de faillite économique. C'est un ratage médical, puisque les taux de guérison tournaient aux alentours de 5, et pour les établissements les plus pionniers, 10%, de considérer des personnes qui sortaient des hôpitaux, ce qui veut dire que la quasi-totalité des patients, et notamment des patientes, une fois que vous étiez hospitalisé, vous restiez jusqu'à votre mort, dans le cadre d'un système qui était très binaire. Soit vous étiez sain d'esprit et guéri et vous sortiez sans réel dispositif de suivi, soit vous étiez considéré comme un patient relevant de la psychiatrie et vous étiez enfermé, sachant qu'il n'existait pas en France de possibilité de demander de l'aide volontairement, c'était forcément à la demande d'un tiers. Donc ce modèle de l'asile, il est conçu comme étant un modèle repoussoir, c'est une contre-inspiration, on va dire, et quand on le mobilise dans le cadre des discours sur la psychiatrie, eh bien, depuis les années 60-70, c'est pour dire que l'histoire doit être conçue comme un contre-modèle et que ce dont il s'agit de faire, ce dont on voudrait sortir, c'est sortir de ce modèle, sortir de la binarité, essayer de penser des parcours sur le long terme, essayer de penser la santé mentale et non plus une division entre des personnes qui seraient normales, des personnes qui seraient anormales, mais penser le parcours, penser la prévention, penser la réinsertion plutôt que la fermeture, considérer que l'hôpital n'est qu'un maillon dans une chaîne de soins et qu'il ne doit pas être fermé. Tout ça, vous le connaissez, mais avec cette idée que la vraie révolution, ça serait d'arriver à définitivement mettre fin à l'asile, parce que c'est pas parce qu'on a décrété dans les années, ou en tout cas qu'on a prétendu décréter, pour certains peut-être, qu'on mettait fin à ce modèle, que pour autant il a nécessairement, forcément disparu. Quand on mobilise ce type d'histoire, donc j'ai repris les couvertures de Lisa Mandel. Là, on est quand même sur une vision plutôt positive. J'ai repris parce que c'est sur ce mode de mobilisation. HP, l'asile d'aliénés, 100 ans d'histoire, on est dans un bocal.
Puis ensuite, eh ben, cette tentative de révolution depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui avec le rétablissement, où il s'agirait donc de faire la révolution et de mettre fin à ce bocal qui était le modèle de l'asile. Vision peut-être, voilà, ça fait du bien l'humour, mais là, je me suis permis de vous mettre une série de couvertures de livres dont les dates de parution s'échelonnent justement des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, les auteurs et les autrices sont à la fois des médecins, infirmiers, représentants des sciences sociales, et où vous le voyez que tout le propos est de dire mais la révolution, elle n'est jamais finie. Est-ce qu'il n'y a pas des persistances du modèle asilaire, et particulièrement en France, avec toujours cette mobilisation de l'idée que l'histoire, c'est vraiment un passé qu'on doit sortir comme un repoussoir. Et c'est ça, finalement, le rôle qui est assigné au discours historique, celui d'une contre-inspiration, si l'on veut bien. Donc, si on se situe, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, je pense que c'est un rôle important, effectivement, de rappeler la mémoire de ce qu'ont pu être les prises en charge, et notamment en France. Je pense que ça fait partie de ce que les historiens font, qu'ils font relativement bien. Si on se situe dans cette manière de penser le rôle de l'histoire par rapport à faire autrement de la psychiatrie, eh bien, je dirais que le rôle des historiens et historiennes dans ce dispositif, c'est de mettre en avant et de pointer du doigt les persistances d'un certain modèle dont pourtant on se dit dégagé, mais l'est-on vraiment? Et si j'ai pris les citations que vous voyez ici à l'écran, c'est parce qu'effectivement en 2005, quand l'ancien président français Nicolas Sarkozy, à l'occasion d'un certain nombre d'interviews, et notamment dans Psychologie Magazine, a expliqué qu'à son sens, il existait des personnes normales et des personnes anormales, qui étaient radicalement différentes du reste de la population, et qu'il était du rôle des psychiatres de dépister ces personnes et de les ficher depuis l'enfance, de manière à ce qu'on puisse les mettre de côté dans des établissements dédiés. Eh bien, il y a eu une montée de boucliers, et notamment des historiens qui ont fait valoir que ce type de discours était un discours très ancien, un ancien régime, si vous voulez, et qui ont mis en balance les citations du président avec des citations historiques. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Effectivement, dans le cadre de l'asile, un des représentants classiques qui exerçait dans l'établissement de Charenton, qui expliquait que, à son sens, eh bien, la majorité des personnes souffrant de troubles psychiques n'étaient pas curables, que ça ne servait même à rien finalement de s'en occuper, et que le rôle essentiel de la psychiatrie, c'était de mettre à part, de priver de liberté, de mettre sous contention. Voilà. Plus étonnant, il faut quand même rappeler, parce que même si on a dit que la révolution a commencé dans les années 60, que l'un des pères fondateurs de la sécurité sociale en France, Jacques Doublet, était persuadé lui aussi que les personnes souffrant de troubles psychiques étaient des non-valeurs sociales, je le cite à une autre occasion. Et là aussi, on a pu pointer du doigt le fait que dans ce type de discours, on est dans une persistance d'un autre paradigme de l'asile et de l'exclusion, et on n'est pas dans une perspective de réinsertion. Alors, je l'ai dit, oui, ce rôle de l'histoire, il est à mon sens utile, et rappeler la mémoire de ce qu'ont pu être les établissements psychiatriques, c'est pour ça que je l'ai mise, cette photo que vous voyez ici. L'établissement de Clermont dans l'Oise a été le plus gros établissement psychiatrique européen, probablement du monde. 4444 malades à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dont, même s'il n'y a pas eu de volonté délibérée comme en Allemagne, plus de la moitié sont décédés d'inanition et de manque de traitement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est quand même des mémoires qu'il est important de rappeler dès qu'on voit des tendances à vouloir revenir sur des lignes sécuritaires, des lignes d'exclusion, parce que tout simplement, l'histoire démontre que ça ne fonctionne pas, et même si on est le plus cynique, eh bien c'est, comme je l'ai rappelé, quelque chose qui est un modèle inefficient. Alors oui, l'histoire peut servir d'inspiration, et elle sert très largement en France d'inspiration à la négative pour rappeler ce qu'a pu être le passé et pour éviter de reproduire cela dans les futurs. Sauf que, à mon sens, il n'y a pas que ce rôle-là qu'on peut donner au passé psychiatrique.
Déjà parce que le passé est autrement plus complexe. Il n'y a pas eu que ce passé-là. Je vais vous dire fort heureusement, sinon je ne travaillerai pas, je travaillerai plus sur l'histoire de la psychiatrie parce qu'il y a quand même aussi ce passé-là, mais il y a d'autres passés, d'autres héritages qu'il est important de découvrir et je vais en parler dans un instant. Et également parce que l'histoire française, et en particulier la lourdeur et les inerties du modèle asilaire, eh bien, n'en déplaise à un certain patriotisme très hexagonal, l'histoire française n'est pas représentative de toutes les histoires qui ont pu se dérouler sur le reste de la planète. Et en l'occurrence, le modèle de l'asile n'a pas été le seul modèle. Le modèle de la privation de la liberté, le modèle de la contention, n'a pas été celui qui a été adopté par tous les pays par le passé. Et ça, c'est important de le découvrir et de le mettre en avant. Alors déjà, même si on reste dans le contexte français, et ça, cela parlera en particulier aux professionnels de santé qui sont parmi vous dans l'auditoire, il n'y a pas eu un asile ou un type d'établissement, il y a eu des établissements. Et quand on a voyagé à travers, comme j'ai pu le faire, un certain nombre d'établissements, on se rend compte que les héritages, les murs tout simplement, les établissements, les traditions aussi cliniques, les traditions d'apprentissage, le rapport à l'institution sont considérablement différents suivant les types d'établissements dans lesquels on se situe. Je pourrais ici développer pendant des heures. Je vais prendre juste un exemple parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France, qui se pense comme un pays laïque. Mais en France, un tiers des établissements psychiatriques ont été, et pour certains sont toujours, des établissements privés sous contrat avec l'État, qui étaient des établissements dans leur très grande majorité catholique. Et cela, ça a changé très radicalement les choses sur le point de vue historique, ne serait-ce que parce qu'il y avait des personnels hospitaliers, notamment infirmiers, qui étaient des frères et des sœurs hospitalières, avec des fonctionnements qui ont pu être tout à fait différents. Comme je l'ai découvert encore récemment, il y a encore un certain nombre de directions hospitalières en France qui sont partagées toujours avec des clercs, ce qui évidemment change forcément la face de l'institution, de la manière dont on peut pratiquer la psychiatrie. Soit dit en passant, c'est pas forcément dans les établissements, comme on voudrait le dire, à la forte présence religieuse qui s'est passé les choses les plus pénibles historiquement. Et si on sort de la France, même si ça a eu des influences tout de même sur le contexte français, ce qu'il est important de souligner et qui est peu connu, c'est que depuis le 19e siècle, il a existé des mouvements de, je cite, parce que c'est le terme depuis les années 1860, donc c'est vieux, de psychiatres réformateurs qui visaient à développer d'autres manières et d'autres modalités de voir et de prendre en compte les troubles psychiques. Qui sont ces psychiatres réformateurs? Quelles étaient leurs théories là-dessus? Il n'y a pas énormément d'historiens qui se sont arrêtés. Sur la question des associations de patients dont on pense et dont on présente, et c'est effectivement très largement le cas en France, les associations de patients, dans certains contextes, existent depuis le 19e siècle et elles existent de façon assez musclée, c'est-à-dire que des lois et des codirections partagées de management même hospitalier et des commissions de surveillance des établissements psychiatriques, de la clinique, des thérapeutiques et des prises en charge existent dans certains pays depuis la fin du 19e siècle, alors que c'est quand même quelque chose, la question du droit des usagers qui, dans le contexte français, est extrêmement récent. Il y a aussi une histoire longue qu'il faudrait retrouver, des approches qui ont été co-construites entre patients et soignants en termes de recherche, en termes de management, je l'ai dit, avec par exemple des cours donnés à l'université ou des manuels de référence de psychiatrie qui avaient été coécrits entre patients et soignants. Et ça, ce sont des pratiques qui, à certains endroits, en Scandinavie, en Écosse, existent depuis le 19e siècle et dont on pourrait s'inspirer, mais qui sont inscrits dans la longue durée. Des expériences de rétablissement, le mot même de rétablissement, le concept de santé mentale, dont on pense souvent et qui est présenté comme étant en France quelque chose de récent, c'est en fait un concept qui existe depuis les années 20 et qui a été proposé par un ancien patient des établissements psychiatriques aux États-Unis qui s'appelle Clifford Birtz, mais là aussi, c'est une histoire très longue et non pas une histoire récente dans d'autres contextes que le nôtre.
Et moi, je vais me centrer dans les dias qui viennent sur le centre de cette rose des vents, c'est-à-dire que dans ces contextes où on a eu de la psychiatrie réformatrice, des associations de patientes, du collectif et des approches co-construites, il y a eu un développement depuis longtemps de prise en charge alternative hors les murs et qui s'appelait, dans le contexte anglophone, des prises en charge de no restraint, c'est-à-dire sans contention, ce que vous avez abordé ce matin, et hors les murs de façon très précoce. Ce qui veut dire que du point de vue des évidences scientifiques, on a plus de 150 ans de preuves que ça fonctionne, et ça, les historiens peuvent le montrer. Je pense que ce n'est pas anodin dans un contexte où il s'agit de démontrer au pouvoir public que c'est possible d'avoir des prises en charge sans contention, de pouvoir mobiliser des expériences qui ont plus de 150 ans de démonstration de la possibilité, alors même qu'on n'avait pas les prises en charge médicamenteuses qui existent à l'heure actuelle. Donc je pourrais, et j'aurais pu, et je peux le faire, j'aurais pu, dans le cadre de cet exposé, vous parler du passé des associations de patients, quels sont les endroits où cela existait, vous faire une petite longue durée de l'histoire du rétablissement et de la santé mentale. De quoi parlait-on? Est-ce qu'on est toujours d'ailleurs dans le même type de définition que ce qui existait il y a 20 ans? Je pourrais vous parler du mouvement des psychiatres réformateurs et de la force qu'il a pu avoir à la Belle Époque et pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas pas tout à fait en France, mais il y a eu des psychiatres réformateurs en France que vous ne connaissez pas, mais qui ont fait des choses et dont on hérite toujours à l'heure actuelle. Mais j'ai décidé, avec le temps qui est le nôtre, de me centrer, de vous donner 2 exemples en fonction de ce que vous avez abordé ce matin. Je vais surtout m'adapter au temps et m'attarder sur un seul exemple d'endroits où le modèle asilaire et des prises en charge sans contention existent depuis maintenant 1851 et ont été développés à très large échelle. Alors je vais le prononcer une fois, j'espère qu'il n'y a pas de Belges flamands dans la salle. Ça se prononce réel en flamand. Je sais que je le prononce très mal, donc je vais le prononcer à la française, accent français, donc Gaël, en prononciation française. Parce que Gaël, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en Belgique, quand le pays voisin et les pays voisins ont adopté la politique asilaire, eh bien, en Belgique, on n'avait pas forcément les mêmes moyens qu'en France. Voilà, tout simplement, il y a aussi une question d'économie. Mais on n'avait pas non plus forcément envie non plus de reprendre le modèle de l'exclusion et des murs qui étaient adoptés et de la contention qui était adopté côté français. Or, il existait dans cette ville une tradition de pèlerinage qui était adossée donc à une sainte, dans laquelle les personnes venaient et résidaient chez les habitants, des personnes souffrant de troubles psychiques, et qui parfois restaient chez les habitants et, de façon tout à fait pragmatique, le gouvernement belge a demandé l'avis des habitants, des usagers, des patients. Donc ça a été construit par le bas, cette politique, pour savoir si, pour eux, c'était une modalité de traitement, de prise en charge qui leur semblait être intéressante. Comme les retours étaient positifs, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1851, le dispositif a été placé, donc on a laissé tomber le pèlerinage, il a été placé sous supervision médicale avec des équipes volantes qui regardaient si le suivi des patients dans les familles d'accueil était correctement fait, qui formaient aussi les personnes. Et il y avait une infirmerie centrale, mais dont les capacités d'accueil n'ont jamais excédé les 50 personnes, pour les personnes considérées en crise, qu'on appellerait aujourd'hui en décompensation, pour qu'elles puissent être prises en charge et renvoyées dans les familles d'accueil. Il faut savoir que cette modalité, donc qui est hors les murs, sans moyen de contention, pour des patients qui à l'époque étaient porteurs de pathologies considérées comme lourdes, a tellement eu de succès qu'un tiers des patients psychiatriques en Belgique ont été, jusqu'aux années 60, pris en charge dans ce dispositif, donc en liberté dans la ville. À telle enseigne que la quasi-moitié de la population de la ville, donc on parle d'effectifs de 6 000 à 8 000 patients qui sont pris en charge dans le cadre de ce dispositif, ont été accueillis donc sans usage de contention dans cette modalité de prise en charge séculaire avec des gestes, des thérapeutiques
une conception aussi du rétablissement, de l'accompagnement et une autre manière de pratiquer la psychiatrie. Et c'est toujours en activité aujourd'hui. Si je vous parle de Gaëlle aujourd'hui, c'est parce que chaque fois qu'on a voulu penser autrement la psychiatrie, c'est l'exemple qui a été sorti pour dire c'est possible, et c'est possible à très large échelle. Et la preuve, ça existe depuis 1850 dans la Belgique, qui n'est pas non plus un pays si différent que nous. Étonnamment, pourtant, au niveau des études, pour savoir de façon pragmatique comment les gens font, quelle est la culture psychiatrique particulière à cet endroit, quelles sont les modalités de transmission des gestes, qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on fait pour pratiquer de la psychiatrie sans contention, en s'articulant réellement à large échelle dans la cité. Il y a eu une étude très colossale menée par un bataillon d'universitaires et de travailleurs sociaux envoyés depuis les États-Unis dans les années 1970 et qui, pour des raisons de bataille entre les États-Unis et la Belgique, n'a jamais été publiée. À l'heure actuelle, et puisqu'il s'agit aujourd'hui de nouveau de critiquer, de questionner, de se demander comment, en contexte de crise, faire autrement la psychiatrie, eh bien le projet, et le projet qui est notamment celui porté par une de mes doctorantes, est de relancer l'étude de ce cas de figure, parce que là, on est sur des dizaines de milliers de personnes, sur plus de 150 ans d'expérience, avec une évidence lourde du fait que tout ça est possible, et il faudrait savoir comment c'est possible. Tout ça n'a pas existé qu'en Belgique. J'aurais pu vous parler de l'Écosse et de la manière dont la psychiatrie écossaise a aussi pris un chemin tout à fait différent de ce qui s'est passé en France, notamment, et comment, de façon très précurseuse, des techniques d'art-thérapie, de psychothérapie institutionnelle, de prise en compte de la parole des patients et de co-construction de la recherche entre patients et soignants existent là aussi depuis le 19e siècle, et ce n'est pas un hasard si les tenants de ce qu'on appelait l'antipsychiatrie, mais qui étaient des psychiatres tels le docteur Ronald Lin, étaient un Écossais. Je n'aurai pas le temps de m'attarder là-dessus. Je voudrais terminer mon exposé pour, eh bien, si on fait attention aux autres histoires que celles de l'asile, si on fait attention à comment, dans le passé, et parfois sur la très longue durée, on a pratiqué autrement et on a essayé de réformer, de révolutionner, si vous voulez garder ce terme, les pratiques, sortir de la contention, sortir de l'isolement, sortir de l'institution, comment est-ce qu'on a fait par le passé ? Eh bien, quel est le rôle dans ce cas-là et que devient le rôle des historiens si l'on fait place à d'autres types de rapports à l'histoire ? Les propositions qui sont faites à l'heure actuelle par... alors, on est de plus en plus nombreux quand même, les historiens professionnels de la psychiatrie, et on est de plus en plus nombreux à travailler en contexte hospitalier. Qu'est-ce qu'on offre comme nouveaux outils, comme nouvelle manière peut-être de se positionner ? Eh bien, tout d'abord, la première mission qu'on peut se donner, en tout cas que certains se donnent, c'est précisément de conserver différentes mémoires, différentes voix, VOIX, du passé, pour, s'il s'agit de se différencier ou de reprendre les héritages qui viennent d'avant, eh bien, tout simplement être en capacité de le faire, parce qu'il est vrai que les archives ont parfois tendance à invisibiliser, donc ça c'est le mot de ce soir, beaucoup de personnes, à commencer par les patients, dont les avis ont été longtemps peu recueillis, notamment côté français, mais beaucoup d'autres intervenants, également les infirmiers en particulier. Et là, il y a une politique mémorielle de constitution et de restitution aussi, c'est importante, qui peut être mise en place par des historiens. Travailler les héritages institutionnels, je l'ai dit, les établissements n'ont pas tous la même histoire. Parfois, ils ont une histoire beaucoup plus lourde à certains endroits. J'ai parlé, par exemple, de l'établissement de Clermont, mais enfin, ce n'est pas le seul. Parfois, ils ont des histoires plus intéressantes dans lesquelles ils se sont construits de façon précurseuse, y compris en France, d'autres manières de fonctionner. Eh bien, on s'est aperçu que les historiens, quand ils interviennent, quand ils participent à mettre en valeur avec les personnes concernées sur place dans les institutions, ça pouvait avoir un effet sur les pratiques, de savoir de quoi on hérite de manière négative, de manière à pouvoir l'actualiser, mais de quoi est-ce qu'on peut hériter aussi de manière positive, quels sont les autres héritages qu'on peut mettre en valeur, les autres voies, puisque la plupart des établissements sont toujours dans les murs qui étaient ceux du 19e siècle.
Faire de l'histoire autrement, ça peut, en tout cas certains et certaines d'entre nous essayent de le faire, aider à lutter contre la stigmatisation et l'autostigmatisation. C'est vrai que la présentation de l'histoire psychiatrique dans les médias est souvent assez traumatisante, j'utilise le terme de manière très très large ici, avec des histoires abominables qui sont montrées très souvent à l'écran, par exemple, et peu de visions d'autres types d'histoires. On a parlé tout à l'heure des rôles modèles, le rôle des patients dans l'histoire, la façon dont il y a eu du collectif, la façon dont l'histoire du passé, ça n'est pas qu'une histoire d'abandon, mais c'est aussi une histoire de mobilisation. Ce sont aussi des histoires de rétablissement, ce sont aussi des histoires de création. Mettre et valoriser ces autres types d'histoires plurielles peut participer, alors nous n'avons pas la solution, hein, je dis bien ça peut participer dans cette réflexion pour faire évoluer les représentations. Favoriser l'empowerment, je reviens sur les rôles modèles. C'est pas toujours évident. Les psychiatres sont sur le haut du panier. Très longtemps, l'histoire de la psychiatrie, ça a été l'histoire des psychiatres. C'était ça qu'on montrait, comme si la psychiatrie ne se faisait que par des messieurs, généralement, voilà, des messieurs. Les femmes ont très largement été invisibilisées également, avec beaucoup de pouvoir formés à l'université et que seuls eux avaient la possibilité de changer les choses. Montrer qu'il y a d'autres acteurs, d'autres actrices, et notamment que le personnel infirmier en particulier a participé et à une autre manière de faire évoluer les choses, favoriser l'encapacitation des patients, des usagers, des personnels, c'est, en tout cas ça a été démontré, on a des évidences ici, mettre en avant d'autres rôles modèles, ça participe. Certains de mes collègues pensent aussi que mettre en avant et travailler à la grande histoire, grand H, peut aider peut-être à penser les petites histoires, parce que nous sommes aussi dans la grande histoire, et nous sommes impactés sur des générations par ce qui a pu se passer de manière traumatique à échelle collective. Et enfin, une dernière proposition qui a été faite, participer à l'évaluation des politiques de santé mentale et notamment de participer à l'évaluation des politiques de santé mentale sur la longue durée. J'ai parlé tout à l'heure de la déshospitalisation, en l'occurrence les parcours de patients en revolving door qui rentrent, qui sortent. Est-ce que réellement les durées de séjour ont vraiment diminué à certains endroits? Est-ce que vraiment on est sur une diminution des durées de séjour, des capacités de lit? Excusez-moi, j'avais mis un chronomètre pour ne pas dépasser le temps. Je vais un tout petit peu le déplacer. Voilà. Eh bien ça, les historiens, avec leurs outils, et il faut aller chercher, je peux vous assurer que c'est pas forcément très drôle d'ailleurs, les rapports sur une très longue durée, on voit qu'on est sur des échelles et à des endroits où les établissements ont fait une transition vers l'ambulatoire et à d'autres endroits, elle n'a pas été faite, cette transition. Ça fait partie des choses pour lesquelles les historiens pourraient entrer en matière et sont parfois mandatés à titre d'expertise dans certains pays qui ne sont pas nécessairement la France. Dans les dias prochaines, je vous ai mis quelques exemples. Alors tout cela, ce sont des propositions qui sont faites par certains historiens. Ce n'est pas encore quelque chose qui est très largement développé, mais c'est intéressant. Ça contribue à faire bouger les lignes. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur tous les exemples. Sur le recueil de mémoire et valoriser d'autres voix et de manière aussi à construire, parce que l'histoire de demain, elle se constitue aujourd'hui, quelques exemples de collecte de voix qu'on n'entend pas forcément, et notamment d'usagers. Des exemples de mettre l'histoire à l'intérieur des institutions et de restituer d'autres types d'histoires. Donc moi, j'ai par exemple participé à l'ouvrage que vous voyez à droite, dans le cadre de l'établissement qui est celui de Lausanne, où, à travers l'histoire, c'était presque un prétexte que nous avons utilisé. Ce qu'on voulait faire, c'était instaurer un autre type de dialogue entre les équipes, entre les usagers, en utilisant presque l'histoire comme dispositif pour permettre une réflexion dans un cadre autre. Et c'est vrai que nous, les historiens, on est un petit peu les outsiders de l'institution, ce qui permet parfois de faire échanger des publics qui habituellement disons, peu l'habitude d'échanger de façon cordiale.
quelques exemples d'histoires encore in situ, d'histoires pratiquées, d'histoires incorporées qui ont été faits en France, dans d'autres parties. Si les historiens doivent prendre en compte d'autres voies VOIX et qu'ils s'intéressent à d'autres types d'histoires psychiatriques dans le passé, eh bien, eux aussi doivent réfléchir à la façon dont ils construisent leurs objets et leurs sujets de recherche. Rien sur nous sans nous, ben, ça vaut aussi pour l'histoire. Là aussi, on n'est pas encore beaucoup d'historiens à essayer de comprendre avec les usagers et usagères de la psychiatrie de quel type d'histoire et de dispositifs historiques et de pratiques historiques ils auraient besoin. C'est l'objectif qui est celui des Math Studies. Empowerment, faire de l'histoire un outil, présenter autrement l'histoire et notamment dans les formations. On a parlé de la formation chez les infirmiers. On a plusieurs projets qui sont en cours là-dessus et qui ont démontré que ça favorisait une meilleure clinique et un meilleur bien-être, de mettre en avant d'autres types d'histoires et notamment de valoriser l'histoire infirmière. Bon, ça je passe parce que je n'aurai pas le temps. Ça je passe aussi et je vais terminer sur une dernière proposition. Est-ce que réfléchir et passer par le détour de l'histoire, ça ne peut pas apporter en soi, replacer, questionner son histoire personnelle dans le cadre d'une grande histoire? Est-ce que ça peut avoir une portée thérapeutique? Alors là, on entre dans une question qui est notamment apportée par ma collègue Sarah Chenet, qui a écrit l'histoire de l'automutilation dans l'idée qu'elle-même, elle se met en scène dans le livre, qui est un livre tout à fait passionnant sur la droite, dans l'idée que réfléchir à la grande histoire de l'automutilation l'aidait à comprendre pourquoi elle se mutilait et l'avait aidée à aller mieux. Ce sont aussi des propositions qui sont faites aujourd'hui d'histoire thérapeutique, pour lesquels nous ne sommes pas nécessairement formés, mais je vais terminer là-dessus. Nous sommes en train de nous réunir, et notamment avec des institutions françaises, ce sera le cas au mois de novembre, pour établir des guidelines et voir dans quelle mesure on peut faire une prise de position collective d'historiens engagés dans le domaine de la santé, et notamment dans le domaine de la santé mentale, pour participer au changement, si ce n'est à la révolution. Je termine, voilà, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, nous sommes présents. Je vais cesser de partager mon écran et je vous remercie pour votre écoute. Je prends volontiers des questions. Oui, merci beaucoup, Dr Fauvel. Il nous reste à peu près, un peu moins d'une dizaine de minutes. Donc on va faire passer le micro dans la salle si des gens ont des questions. Ouais, moi j'en ai une. Il y a 2 semaines, on était à la BNF pour intervenir notamment sur les archives des dossiers psychiatriques de PSM, etc. Il y avait la directrice régionale des archives qui expliquait que les archives, les dossiers médicaux étaient de moins en moins fournis par les soignants, par les médecins, du fait que les dossiers soient accessibles pour les patients et que du coup ils écrivaient beaucoup moins en fait dans les dossiers médicaux et donc c'était beaucoup de perte de matière pour justement les historiens. Et moi, quand je suis allée en Norvège, dans l'unité de déprescription à Tromsø, c'était un dossier partagé, c'est-à-dire que la page de gauche, c'était pour les soignants, la page de droite, c'était pour les usagers, et les usagers pouvaient commenter en fait ce que les soignants écrivaient sur eux, pouvaient parler de leur journée, pouvaient critiquer aussi ce qui était dit par les soignants. Et voilà, la question pour l'historienne, ce serait est-ce qu'on ne gagnerait pas justement à rendre obligatoire le fait qu'il y ait, enfin rendre obligatoire possible en tous les cas, le fait qu'il y ait un dossier aussi rédigé par les personnes lorsqu'elles sont hospitalisées ou en soins, et qu'on puisse ne pas avoir une histoire qui n'est écrite que par les médecins et les soignants. Oui, alors je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous ai mis en valeur les essais qui sont faits de susciter des archives et de faire en sorte de collecter en fait de manière proactive. Voilà, parce que les historiens d'habitude ils vont aux archives et bon, voilà, ils constatent et ils font l'histoire à partir des archives. Enfin,
une des nouvelles propositions qui est faite, c'est de susciter les archives parce que pour meubler les silences de l'histoire, précisément. Et sur l'histoire, par exemple, de la désinstitutionnalisation, comme on l'a appelé, mine de rien, les années 70, ça commence à faire. Les personnes qui ont vécu la transition, qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Est-ce que vraiment elles ont senti un changement radical? Comment est-ce que tout ça, ça s'est passé? C'est maintenant et c'est pas demain qu'il faut aller recueillir la parole des personnes. Donc ça, c'est je pense, une des missions nouvelles qui peut être celle des historiens, parce que c'est pas juste une question que les dossiers s'épuisent et sont beaucoup moins fournis. En tout cas, ça dépend à quelle période on se place. Enfin, sont moins fournis que dans les années 60, ça c'est certain. C'est aussi une question qu'il y a beaucoup d'informatisation et des données numériques qui sont perdues et des choses qui sont plus collectées. Et donc, si on veut avoir du subjectif, de l'expérientiel et un certain nombre de données, il faut les susciter, sinon on les aura pas. Tout simplement. Concernant la question du dossier partagé, alors je pense qu'ici on est, parce que c'est pas pour rien que c'est la Norvège, je vous ai pris l'exemple de l'Écosse et de la Belgique, j'aurais pu prendre celui des pays scandinaves par rapport à des histoires qui sont différentes et dans lesquelles le rapport aux patients sur la longue durée n'a pas été le même qu'en France. La question, c'est celle de l'expertise. Et si j'ai sorti l'exemple de Gaël, c'est qu'à Gaël, on a, et en Écosse, très tôt, accepter l'idée que les patients, et je vous avais mis une citation, mais je n'ai pas eu le temps de la lire, les patients ont une propre expertise sur ce qu'ils vivent. Et ce qui a toujours été refusé en France, même s'il y a eu une tentative d'ouvrir des dispositifs comme Agel, c'est l'idée qu'on puisse être expert sans être médecin et sans avoir un diplôme. Et cette idée de faire reconnaître l'expertise des savoirs expérientiels et de l'incorporer, y compris dans le dossier, elle passe relativement probablement moins dans la culture française, qui est quand même une culture, vous l'avez débattu juste avant, très concentrée sur l'idée qu'il faut un diplôme. Et donc, la pratique du dossier partagé que je trouve très intéressante et qui existe depuis plus d'une centaine d'années dans certains pays, oui, je trouve que ça pourrait être vraiment passionnant. Ça se fait ailleurs. Maintenant, est-ce que ça pourrait se faire en France? Ça, c'est plus vers vous que je me retourne. Mais je pense que ça pourrait être testé, par contre, à des niveaux locaux. Et que là aussi, bénéficier de l'input d'endroits où ça se fait depuis très longtemps et montrer ce que ça apporte en termes de mieux-être, de prise en charge, mais aussi du côté du vécu des professionnels de santé, ça serait peut-être une porte d'entrée parce que la démonstration universitaire reste une clé qui ouvre beaucoup de choses dans le contexte hexagonal. J'espère que j'ai répondu. Il y a une autre question, si vous avez encore un peu de temps. Oui, bien sûr. Bonjour. Moi, je me demandais pourquoi, dans cette dynamique de révolution possible de la psychiatrie, vous n'aviez pas abordé cette révolution de l'après-guerre qui a été commencée à Saint-Alban et poursuivie à Laborde avant que ne naisse le secteur psychiatrique. Et pourquoi vous n'avez pas parlé de psychothérapie institutionnelle qui permettait quand même une horizontalisation des liens entre soignants et soignés, une prise de parole des soignés dans les dispositifs qui ont été créés pour, je pense aux clubs thérapeutiques, aux réunions soignants-soignés, etc., etc. Et que vous n'avez pas mentionné au moins cette phase de l'histoire psychiatrique française dans votre exposé. Alors, je ne vais pas tuer parce que cette phase, elle est relativement connue. Elle a été aussi largement... elle a contribué à invisibiliser d'autres personnes. Avant Tosquelles aussi, il y avait Agnès Masson. On pourrait, si on doit parler de révolution dans le contexte français, on pourrait, et c'est pour ça moi, que je voulais insister là-dessus, insister sur d'autres personnes qui ont voulu, et bien avant l'expérience de Laborde, qui s'inscrit elle-même dans une longue histoire. Il y a eu d'autres dispositifs d'ouverture des murs qui ont existé par exemple à Villévrard depuis la Belle Époque, des expériences portées par des femmes qui ont été largement mises de côté dans les années 20 et 30. Et puis oui, il y a l'expérience de Laborde, mais celle-ci, elle est très connue.
elle est très connue et elle est très souvent présentée aussi comme étant un petit peu une exception qu'on ressort à chaque fois, et je ne suis pas étonnée qu'on la ressorte, qui reste dans un contexte qui est très particulier. Je pense que si on veut participer aussi à ouvrir le débat, et notamment à ouvrir le débat en France, il faut mobiliser d'autres types d'histoires qui sont sur une plus grande longue durée et qui sont aussi sur des effectifs qui sont autrement plus importants, avec des pratiques qui s'inscrivent sur quasiment 200 ans d'histoire. Je pense que là, et n'en déplaise, voilà, hein, c'est une expérience très belle, et je vous renvoie vers le livre de Camille Ropsis, qui a été traduit en français, qui parle des politiques de désaliénation dans le contexte de l'après-guerre français, que j'ai évoqué. Dans le contexte de l'après-guerre français, on a justement voulu rejeter tout ce qui avait été fait avant, mais en vérité, on a aussi voulu, en partie, invisibiliser des choses qui avaient été faites bien avant et qui existaient. Je vous renvoie à ce livre de Camille Ropsis qui est très intéressant sur cette histoire voilà, de Saint-Allemand, de la Borde, etc., dans le contexte de l'après-guerre français. Mais précisément, ne se concentrer que sur certaines histoires, ne pas voir les choses dans la longue durée, rester uniquement dans un contexte hexagonal, ne pas voir aussi les expériences qui ont été portées et défendues par les patients avant tout, parce que voilà, les expériences par le bas. Saint-Allemand, ça a quand même été émis par des professionnels de santé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir comment on a pu co-construire d'autres expériences et que ça a été non pas proposé du côté des psychiatres, mais du côté des usagers. Merci. Moi, je m'appelle Marine, je suis psychiatre de l'ASSO. J'avais une question à vous poser sur un point que vous n'avez pas abordé. Enfin, vous avez dit que je ne l'aborderai pas, mais en fait, je serais intéressée que vous puissiez un peu évoquer, vous qui avez du coup une vision beaucoup plus large sur l'histoire de la psychiatrie en France et dans d'autres pays, est-ce que vous repérez des patterns en fait, dans l'histoire, des choses qui se répètent et qui font que justement ce phénomène de révolution, c'est plutôt un mouvement circulaire qui fait que en fait, des choses n'aboutissent pas, parce que vous dites qu'il y a eu des psychiatres réformateurs en France, mais des choses ne sont peut-être pas, n'ont pas perduré. Et pour que peut-être on évite de tomber dans certains écueils, est-ce que vous pourriez nous éclairer? Merci. Alors, tout à fait. Je n'avais pas du tout envie de présenter les choses sous cet angle. Je l'ai présenté aux Journées de la santé mentale. Je sais que certains d'entre vous y étaient présents. Parce que si l'on prend en compte à travers l'histoire française, chaque fois qu'on a voulu faire autrement et qu'on a brandi le terme de révolution, eh bien, on en est à la 4e ou la 5e. Il y a eu d'abord Philippe Pinel, il y a eu le mouvement des psychiatres réformateurs à la Belle Époque, il y a eu le mouvement des psychiatres, en partie désaliénistes, un terme qui a été repris après... Enfin, il y a eu un autre mouvement dans les années 20, puis de nouveau après la Seconde Guerre mondiale, puis de nouveau dans les années 70, et peut-être aujourd'hui, et puis on a l'impression comme ça d'une révolution perpétuelle qui n'aboutit jamais. C'est pas mon message. C'est pas mon message. Je pense qu'on peut réfléchir, en tout cas dans le contexte français, parce qu'ailleurs, on est sur des histoires avec des temporalités différentes, des progressions, des paliers qui sont différents. C'est vrai qu'en France, on peut avoir l'impression un peu de ce cycle, d'une révolution qui n'aboutit jamais. Et je pense, en tout cas moi j'aurais tendance à le montrer plutôt comme les vagues du féminisme. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je parle de ça, parce que chaque fois qu'il y a un mouvement de questionnement de la psychiatrie, c'est très parallèle à des mouvements, justement les vagues des mouvements féministes. C'est par vagues, il y a un backlash après, là on le voit d'ailleurs à l'heure actuelle, mais la vague elle progresse quand même. Et il y a des héritages qui font niche et sur lesquels des choses se construisent. On a évoqué la Borde. Si la Borde et Saint-Allemand aussi ont été possibles, c'est parce qu'avant, il y a quand même eu des gens qui avaient réussi à mettre petit à petit, de manière... enfin voilà, ça a été long, et qui avaient quand même réussi à mettre des choses en place qui ont permis aussi après à des choses de fleurir de façon plus large. Donc je pense quand même, enfin j'espère, malgré tout en France, et mon message, il est quand même que à terme, sur le très long terme, il y a du changement qui finit par s'installer.
Par contre, sur les patterns de pourquoi est-ce qu'en France, un certain nombre de mouvements n'ont pas abouti, tandis que dans des pays voisins, ça a abouti, et on est sur des histoires qui, voilà, où, dans certains contextes, pour tout vous dire, n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans le contexte hexagonal et comment certaines pratiques existent toujours en France qui ont été balayées depuis très longtemps ailleurs. Sur des patterns typiquement franco-français, oui, j'aurais beaucoup à dire. Et je pense que, en particulier, la place qui est faite aux patients, y compris dans les dispositifs juridiques et réglementaires, et la non-place qui leur est faite et la façon dont elle est faite, c'est un des aspects et un des facteurs qui, sur la longue durée, est un des, à mon sens, les plus contributifs de la capacité ou pas de l'institution psychiatrique à accueillir le changement. Mais en vérité, il y a beaucoup trop d'autres facteurs contributifs, beaucoup trop d'autres patterns que je pourrais mettre en évidence sur pourquoi ça fonctionne moins bien côté français. Et pour ça, il me faudrait un autre exposé, et je pense que ça serait par exemple l'objectif d'une collaboration, et là-dedans, je suis à disposition, et c'est des choses auxquelles on réfléchit, parce que les historiens, il faut bien le dire, se plaçant de côté et arguant de l'objectivité universitaire, ont pendant très longtemps pas participé à ça, alors qu'on a la capacité à montrer ce qui fonctionne pas, et les schémas de répétition qu'on pourrait peut-être réfléchir à casser une bonne fois pour toutes. Merci pour l'exposé. Donc Thomas, moi je suis un pédopsychiatre de l'ASSO. Vous parliez de mouvements féministes en parallèle de l'évolution de la psychiatrie. Et ma question, on a parlé beaucoup sur la table ronde de stigmatisation du capitalisme. Et je suis assez critique du capitalisme dans le sens que ce qui a permis l'amélioration de l'espérance de vie, la qualité de vie, la diminution de la mortalité infantile. Pour l'instant, on n'a pas trouvé moins pire que le capitalisme. Voilà, je voulais savoir un peu s'il y avait des choses qu'on avait pu identifier dans le mouvement de société derrière par rapport à l'histoire de la psychiatrie, et peut-être vous faire rebondir par rapport à un concept que je trouve assez intéressant. Peut-être qu'on est dans une culture actuellement de l'efficience, avec l'idée de couper tout ce qui va dépasser, tous les bouts de gras, tout ce qui va être un petit peu le surplus. Donc par exemple, l'infirmière en plus qui va pouvoir être là pour assurer la permanence des soins, et finalement quand elle n'est plus là, le système va s'effondrer, dans le sens où il n'y a plus de redondance, il n'y a plus ce qu'on appelle peut-être de robustesse. Et voilà, je voulais un peu, à vouloir être trop efficient, on tire sur la corde et finalement, le château de cartes, il s'écroule à vouloir faire trop bien. Alors c'est très très large comme question, je vous remercie, mais la question de l'économie, en fait, je vais peut-être le prendre et répondre sous cet angle-là. Elle est fondamentale comme facteur aussi de l'histoire psychiatrique et au niveau des institutions. C'est-à-dire que le problème du modèle français, c'est qu'on a ouvert, de façon très très large. On avait l'argent pour. C'est quand même, vous imaginez, le premier poste de dépenses budgétaires accordé à la psychiatrie, c'est pas exactement ce qui risque de se passer a priori dans les législatures qui viennent en France. Mais une fois qu'on a créé des institutions, on a créé les emplois qui vont avec. On a créé un système économique qui tournait autour des établissements psychiatriques, dont il était, et dont il est d'ailleurs, extrêmement difficile de sortir parce que c'est un système qui s'auto-alimentait. J'ai parlé de ce très gros établissement qui l'est toujours, qui est toujours dans les plus gros établissements français à Clermont dans l'Oise. C'est toujours l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et l'hôpital en général est le premier employeur du département. En fait, littéralement, la région, elle vit, et un peu moins à l'heure actuelle, mais complètement dans les périodes précédentes, elle vit de l'hôpital. Donc il y a quand même aussi cette dimension à prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas complètement désinstitutionnaliser, c'est aussi un dispositif qui rapporte, même quand il est inefficient, et qui a une place économique. Et donc, penser le changement, c'est aussi réfléchir à ça. C'est-à-dire que c'est pas fermer un hôpital, c'est pas non plus si simple que ça. C'est l'option drastique qui a été prise en Italie voisine. Ils ont fermé tous les hôpitaux psychiatriques dans les années 70, avec un certain nombre de phénomènes en cascade.
Mais oui, comment est-ce qu'on fait de la dimension économique quand on veut penser le changement? Parce que la psychiatrie, c'est aussi une dimension économique. Je n'ai pas spécialement de réponse à vous apporter là-dessus, mais c'est un facteur qu'il faut absolument, dont il faut tenir compte et pour lequel il faut avoir des chiffres sur la longue durée pour être en capacité aussi de gérer en fait tout cela. Alors, sur la question de l'efficience, oui, bien sûr, mais on peut aussi faire l'argument inverse qui a été fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire que quand vous avez trop d'argent, quand vous n'êtes pas en état de crise, ça ne vous force pas à réfléchir à d'autres types de pratiques. Et à l'heure actuelle, certains estiment que finalement la crise du secteur psychiatrique force les professionnels de santé à réfléchir à leur pratique, à leur façon de faire. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément bien, je dis simplement que l'argument, il peut être retourné dans l'autre sens, que peut-être la réflexion que vous avez aujourd'hui, on l'aurait moins si on avait une capacité d'inertie. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, et je suis assez d'accord avec vous que vouloir toujours tirer par le bas, la grande question in fine, et c'est toujours la même depuis 2 siècles, et ça sera pour le coup toujours la même demain, c'est pour qui et pourquoi on fait de la psychiatrie. Est-ce qu'on l'a fait pour les patients? Est-ce qu'on l'a fait pour des critères administratifs de rentabilité économique? Est-ce qu'on l'a fait pour correspondre à pour remplir des objectifs de réduction de lits ou qu'est-ce qu'on prend en compte? C'est quoi une bonne psychiatrie? C'est une psychiatrie comptable avec le moins de lits possible? C'est une psychiatrie dont les patients et les usagers considèrent qu'elle est efficace? C'est une psychiatrie qui répond à des critères d'évidence biomédicale? Enfin, voilà, et ça, c'est pas forcément à moi de répondre à cette question, mais en fonction de la façon dont on envisage les choses, on n'a pas le même type d'attitude et on n'optera pas pour les mêmes types de politiques de santé mentale. Et tout le monde n'est pas d'accord sur à qui, in fine, doit servir le secteur psychiatrique. Il me semble que nous avons fait le tour des questions. Merci beaucoup, Dr Fauvel, pour cette présentation très intéressante et vos réponses. Merci.